Bonjour, on va faire ensemble le numéro 3, page 189. Vous avez le chariot à la position A, il y a une vitesse de 16 mètres par seconde. On veut savoir ultimement c'est quoi la vitesse pour les points B, C, D, E. Évidemment, on peut s'attendre à ce que au point B, il aille moins vite que lorsqu'il était au point A. Même chose au point C, au point D. Et au point E, on peut s'attendre à ce qu'il soit plus vite, qu'il aille plus vite au point E que à la vitesse qu'il y avait au point A, soit 16 mètres par seconde. Je vous dis ça parce que c'est important de vérifier ses réponses. Si vous arrivez par exemple à une vitesse, mettons pour la réponse au point B, vous avez obtenu 22 mètres par seconde, ou je sais pas quoi, n'importe quelle vitesse qui est plus grande que 16, ça se peut pas. C'est totalement impossible. C'est juste pour vous dire que c'est important en physique de toujours avoir un regard critique sur sa réponse. Des fois, le regard critique ne nous permet pas de savoir si notre réponse est bonne ou pas. Ça se peut qu'on ait fait une erreur et qu'on puisse pas s'en rendre compte juste par logique, mais souvent on peut s'en rendre compte par logique. Donc par exemple ici, justement, au point B, il faudrait que la vitesse soit inférieure qu'au point A. Puis en fait, la B devrait être la vitesse la plus faible de toutes. Donc la vitesse au point B devrait être la plus faible parce que c'est là qui est le plus haut. Au point C, il devrait être un peu plus rapide qu'au point B, mais quand même plus lent qu'au point A. Et au point D, votre vitesse au point D, ça devrait être comme un entre-deux. C'est-à-dire qu'elle devrait être comprise entre la vitesse du point B et la vitesse du point C. Tandis que là, au point E, la vitesse devrait être la plus élevée possible parce que c'est là que le chariot atteint son point le plus bas. Donc au point E, vous devriez avoir une vitesse qui est supérieure à toutes les autres vitesses. Fait que c'est juste pour dire, si vous n'aviez pas fait cette vérification-là, c'est juste pour vous montrer que c'est une vérification rapide que vous pouvez faire. Si jamais vous vous rendez compte, vous faites des calculs à l'examen, puis là, ça vous donne des affaires illogiques du genre, justement, la vitesse en B est supérieure que la vitesse en A, ben au moins écrivez-le dans votre démarche. Puis c'est pas juste vrai pour mon cours, c'est vrai pour tous vos cours, même chimie, puis certainement pour tous les cours de physique que vous allez faire, si par exemple vous continuez en sciences de la nature. Je sais que je parle pour mes collègues aussi, on veut voir que vous comprenez ce que vous faites. Fait que quand vous arrivez à une réponse qui est pas possible, qui est pas plausible, ou qui est pas réaliste, à ce moment-là, il faut l'écrire. Comme si par exemple, c'est un sprinter, puis là vous avez une vitesse de je sais pas, 100 km/h, ça se peut pas. Okay? Fait que, dans le fond, quand vous avez une vitesse qui est impossible, c'est important de l'écrire. Donc, lorsque vous faites ça, ça enlève pas l'erreur en tant que telle, mais ça montre que vous avez compris, que vous avez appliqué un jugement critique sur la réponse. Fait que c'est comme si votre erreur devient un peu moins grave par ce fait même. Fait que c'est important de le faire. OK. Fait que cette vérification-là, on va la garder en tête, puis on vérifiera ça quand on aura les réponses. Comme je disais tout à l'heure, dans la vidéo précédente, dans le fond, on va poser... moi, j'ai décidé arbitrairement de poser la hauteur égale 0 au niveau du point E. Parce que c'est le point le plus bas qui est atteint par l'objet pendant tout son parcours, ce qui fait en sorte qu'on n'aura pas de hauteur négative. Comme je disais, c'est pas grave si on avait prendre n'importe quelle hauteur comme étant la hauteur 0, c'est pas grave. Mais bon, dans mon exemple, moi j'ai choisi ça arbitrairement. Fait que la première chose qu'on peut faire, c'est d'aller chercher les valeurs de hauteur. Ça, c'est facile. Donc, par exemple, par rapport à la hauteur 0, ça veut dire qu'ici, on est à 3 mètres de hauteur par rapport à notre ligne de 0 mètre. Donc ici, on est à 3 mètres. Ensuite, en B, là, dans le fond, il y a 8 mètres ici, sauf que faut rajouter les 3 mètres qu'on a ici pour avoir la hauteur par rapport à ici. Donc 3 plus 8, fait qu'on a 11 mètres ici. J'écris pas l'unité parce qu'ici, il est déjà écrit en mètres, ok? Fait qu'on n'aura pas besoin d'écrire l'unité à chaque case. Ensuite, pour la position C, même principe, on a 4 mètres ici, plus 3 mètres ici, fait que ça fait 7 mètres au total ici. Et
Pour le point D, même principe, 6 plus 3, fait que j'ai 9 mètres au total de hauteur ici. Puis le point E, ben, il est à une hauteur de 0 mètre, puisqu'il se trouve vis-à-vis justement la hauteur que j'ai définie comme étant 0. Sachant les différentes hauteurs, ça va être facile d'aller calculer les énergies potentielles gravitationnelles pour chacune, utilisant l'équation E égale mgh. Donc pour chacune des positions, on va faire la masse qui est de 1500 kg fois G 9.8 fois la hauteur. Donc par exemple pour la position A c'est 3. Donc 1500 fois 9.8 fois 3. Et ça va donner l'énergie potentielle gravitationnelle en joules. Donc pour le premier, ça donnerait 44 100. On va faire exception ici à notre règle habituelle de garder 3CS juste pour simplifier un peu tout ça. Là. On va garder tous les chiffres pour ce tableau-là. Donc 44.1 kJ. Et on refait ça, bon, bien sûr, pour chacune des hauteurs. Fait que ça, c'est facile, là. On fait juste la masse fois G fois la hauteur pour chacun. Fait qu'ici, on va obtenir 161 700 joules. Ici, on va obtenir 102 900 joules. Ici, on va obtenir 132 300 joules. Et ici, on va obtenir 0 joules, bien sûr. Évidemment, si vous avez utiliser une hauteur de référence différente de la mienne, comme par exemple, mettons que vous auriez pris la hauteur de référence comme étant celle de la position A, à ce moment-là, c'est sûr que toutes ces valeurs-là seraient différentes. Par exemple, l'énergie potentielle gravitationnelle de A serait 0, etc. Donc, tout ça serait différent. Okay? Mais les énergies cinétiques donneraient les mêmes valeurs, puis les vitesses ici donnerait les mêmes valeurs. N'oubliez pas, hein, c'est ce qu'on cherche véritablement, là, le but ultime, là, c'est vraiment d'aller chercher des vitesses pour chacun des points. Là maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer à avancer ça? En fait, si on regarde par exemple la colonne d'énergie cinétique, l'énergie cinétique, ça dépend de la vitesse, bien sûr. Donc c'est énergie cinétique égale une demi mv carré. Donc, pour aller chercher l'énergie cinétique, j'ai besoin de savoir la vitesse. Alors, il y a un point où je connais la vitesse, a priori, c'est le point A. Donc, c'est une valeur de 16 mètres par seconde. Fait que je peux déjà aller chercher la valeur de l'énergie cinétique au point A. Donc, c'est simple, je vais faire une demi fois la masse de 1500 fois la vitesse au carré. Alors, la vitesse vaut 16 mètres par seconde au point A. Donc, 16 au carré fois une demi fois 1500. Et ça devrait vous donner 192 000 joules. OK? Les autres énergies cinétiques, a priori, je ne peux pas les calculer tout de suite parce que n'oubliez pas, on ne sait pas encore la vitesse. Donc, là, il va falloir patienter pour aller chercher les autres énergies cinétiques. Ce qu'on va faire d'abord, c'est d'aller compléter pour la position A, compléter la ligne. L'énergie mécanique de la position A, maintenant, on est en mesure de la calculer, parce que là, on a calculé son énergie potentielle gravitationnelle, on a calculé son énergie cinétique. L'énergie mécanique, c'est la somme des deux. Donc, 44 100 plus 192 000. Et ça va nous donner l'énergie mécanique 236 100. Donc, ça plus ça. Ces deux-là ensemble donnent l'énergie mécanique 236 100 joules. Et maintenant, on a terminé la première ligne, sachant que évidemment la vitesse à position A était déjà donnée, c'était 16.0 mètres par seconde. Fait qu'on a déjà terminé la première ligne. Là maintenant, comment on va faire pour continuer sur les autres lignes? A priori, comme je disais, on ne peut pas tout de suite aller chercher les énergies cinétiques. On ne connaît pas leur vitesse. Fait qu'évidemment, on ne connaît pas leur vitesse, on ne peut pas faire la dernière colonne non plus. Par contre, c'est quoi qui fait le lien entre les positions A, B, C, D et E? C'est quoi qui les relie? C'est quoi qui les unit? C'est quoi qui fait le lien entre les différentes positions? C'est la conservation d'énergie.
Donc ici, n'oubliez pas, on a l'énergie mécanique finale, c'est l'énergie mécanique initiale plus le travail fait par les forces extérieures. Ici, on suppose qu'il n'y a pas de frottement. On considère que le frottement du chariot avec le rail est négligeable. Donc, ce terme-là ici, travail extérieur, c'est nul. Fait que, autrement dit, on a une conservation de l'énergie mécanique. L'énergie mécanique initiale, l'énergie mécanique finale, ça va être toujours la même. Fait que, partout, dans tout le trajet, l'énergie mécanique va toujours demeurer égale. Rappelez-vous la skateuse, pendant tout son trajet sur le skatepark, il y avait un transfert d'une énergie à l'autre, mais il y avait toujours la même quantité d'énergie totale, l'énergie mécanique. Même chose ici. Donc l'énergie mécanique, c'est ça qui permet de faire le lien entre les différentes situations. Autrement dit, le 236 100 joules, il demeure toujours constant. Il est conservé. Donc, c'est ça la clé, en fait, de cet exercice-là. C'est que toutes ces données-là sont égales. Puisqu'on a une conservation de l'énergie mécanique. Puisqu'il n'y a pas de frottement. Donc, l'énergie mécanique demeure toujours la même pour toutes les situations. Et c'est ça la clé. C'est ça qui permet de faire le lien avec les différentes situations. Fait que là, maintenant, si on regarde, on revient à la situation B. La position B. Là, dans le fond, on a que l'énergie mécanique totale, elle vaut 236. Puis, on a déjà calculé qu'en fonction de sa hauteur de 11 mètres, ça veut dire qu'il y avait une énergie potentielle de 161 700. Fait que maintenant, on est en mesure d'aller chercher la valeur de l'énergie cinétique à cette position-là. Simplement en faisant la soustraction de l'énergie mécanique moins l'énergie potentielle. Donc, autrement dit, 236 000 moins le 161 700. Et le restant, c'est ce qu'on a en énergie cinétique. Donc, ça va donner ici 74 400 joules. OK? Donc, toujours le même principe. Ces deux-là ensemble additionnés donnent celui-là. Donc, autrement dit, on peut retrouver celui-là en faisant 236 100 moins 161 700 pour aller chercher l'énergie cinétique. On va appliquer ce principe-là pour toutes les positions. Donc, 236 100 moins 102 900. Pour la position C. Et on va aller chercher son énergie cinétique qui va donner 133 200 joules. Et pour la position D, 236 100 moins 132 300, ça va donner 103 800 joules. Et finalement, 236 100 moins 0, 236 100. Autrement dit, à la position E, le chariot est en bas complètement. Fait qu'il n'y a plus aucune énergie potentielle, mais toute son énergie, 100% de son énergie, est sous forme d'énergie cinétique. Et maintenant qu'on a ça, là, on peut aller chercher les vitesses. Mais la clé, là, je répète, c'est vraiment la clé, c'est ce qu'on a fait ici. C'est le fait que toutes les énergies mécaniques étaient égales. C'est vraiment ça qui est la clé. Ça nous a permis ensuite d'aller chercher les énergies cinétiques pour chaque position. Et maintenant qu'on a les énergies cinétiques, c'est un jeu d'enfant d'aller chercher les vitesses. Donc, si on regarde notre équation de l'énergie cinétique, EK égale 1/2 mv carré. Puis ici, le but, c'est d'aller chercher V en sachant l'énergie cinétique. Donc, je vais isoler le V dans cette équation-là. Fait que ça va donner... Fait que j'envoie le 2, je l'envoie de l'autre côté. Donc, autrement dit, comme je l'annule ici, je multiplie ici. Puis ensuite, le M, je veux l'enlever, fait que je le divise. Fait que ça l'enlève ici, puis ça vient au dénominateur ici. Et finalement, pour avoir le V, je vais prendre la racine carrée. Donc, ultimement, ça va me donner V est égal à racine carrée de 2 fois l'énergie cinétique divisé par la masse. Et je vais appliquer cette équation-là pour chacune des positions de B à E. Donc, commençons par le B.
Alors, pour le B, on a une énergie, on fait 2 fois l'énergie cinétique en B qui vaut 74 400. 2 fois 74 400 divisé par la masse qui est de 1500. Et ensuite, vous prenez la racine carrée de ça. En fait, ce calcul, ça devrait vous donner 9,96 si on arrondit à 3 chiffres. Donc 9,96 mètres par seconde. Fait que ça, c'est la vitesse du chariot au point B. On peut tout de suite utiliser un peu notre esprit critique pour voir si ça a du sens. On avait dit au point B, on s'attend à ce que ce soit plus lent qu'au point A, puisqu'il doit monter pour se rendre au point B. Effectivement, on est passé de 16 à 9, presque 10 mètres par seconde. Donc effectivement, il y a une diminution de vitesse entre A et B. Fait que ça, c'est logique jusque-là. Continuons avec le point C. On applique la même formule. Donc 2 fois l'énergie cinétique, 2 fois 133 200 joules, divisé par la masse, 1500 kg. On prend la racine carrée de ça. Ça devrait vous donner 13,3 mètres par seconde. Si on arrondit à 3 chiffres. Encore une fois, regardons, est-ce que c'est logique? Au point C, on doit avoir pris de la vitesse par rapport au point B. C'est effectivement le cas. Et on doit quand même être plus lent qu'au point A, ce qui est effectivement le cas. Donc, jusqu'à là, tout fonctionne. Point D, on applique la même formule avec la nouvelle énergie cinétique de 103 800 joules et on trouve 11,8 mètres par seconde. Est-ce que ça marche? On avait dit au point D, vu que la hauteur du point D est comme entre celle du point B et C, on s'attendrait à avoir une vitesse qui est justement entre celle de B et C. Fait que 11,8, c'est effectivement entre 9,96 et 13,3. Ça fonctionne. Et finalement, point E, encore une fois, on applique la même formule. On devrait trouver 17,7 mètres par seconde. Est-ce que c'est logique? On avait dit au point E, c'est le point le plus bas, donc c'est là qu'il devrait aller le plus rapidement de tous les points. Effectivement, c'est le cas. 17,7, c'est la plus grande valeur de toutes les vitesses. Ça fonctionne, c'est logique. Parfait. Donc ça, c'est une vérification qui est importante de faire. Donc, je résume. La clé vraiment ici, c'était ça. C'était de comprendre que l'énergie mécanique devait être la même pour chacune des positions. C'est ça qui permet de faire le lien d'une position à l'autre et d'aller chercher l'énergie cinétique pour chaque position. Puis une fois qu'on a l'énergie cinétique, c'est assez facile d'aller chercher les vitesses. Fait que ça, c'est vraiment un exercice classique. Quand on a un objet à différentes hauteurs, on veut savoir c'est quoi sa vitesse à différentes hauteurs. C'est vraiment important que vous soyez capable de maîtriser ce genre de problème-là. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Vous avez à pratiquer ces exercices-là pour vous faire la main et devenir vraiment des pros là, en vue de l'examen. Donc, ce que vous devez faire, donc, vous avez déjà fait probablement l'exercice 2, on a fait l'exercice 3, et là maintenant, vous devez faire les exercices 4 à 7, donc 4, 5, 6 et 7, plus l'exercice numéro 9, page 192. Autrement dit, vous allez laisser tomber les exercices 8, 10 et 11, mais vous allez faire donc les exercices 2 à 7, et l'exercice numéro 9. Vérifiez bien sûr vos réponses au fur et à mesure. Ensuite, dans les exercices de synthèse qui commencent à la page 194, je vous demande de faire les exercices suivants. Numéro 1, 2, 3, 5, 6, sauf la partie C. Donc le numéro 6, faites A et B. Ensuite, numéro 7, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc, je répète, numéro 1 à 3. Ensuite, numéro 5 à 7.
sauf le 6C, et ensuite 9 à 13. Avec tous ces exercices-là, vous devriez devenir des vrais pros là, de la conservation de l'énergie. Et maintenant, c'est ce qui termine la partie sur la mécanique. Nous allons par la suite aborder la partie sur l'optique, soit la science de la lumière. C'est très intéressant l'optique. On va parler de miroirs, des réflexions, on va parler d'images, de lentilles, de grossissement, etc. Donc c'est un module qui est vraiment, vraiment intéressant. Sur ce, je vous souhaite un très bon travail.